La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du vendredi 10 avril 2026. Ça s'appelle ce matin pétrole, IA et inflation pour boucler la semaine. Alors le cocktail proposé dans le titre sera-t-il digeste ? Eh bien c'est la principale question de cette fin de semaine qui aura été marquée par pas mal de bouleversements. L'accalmie relative au Moyen-Orient domine les débats même si le pétrole a du mal à quitter sa zone de surchauffe. La publication de l'inflation américaine de mars à 14h30 fera se rejoindre la géopolitique et la macroéconomie. Mais on va démarrer par une série de chiffres ce matin qui commencent à sortir de l'ordinaire. Les espoirs d'apaisement au Moyen-Orient ont permis aux actions américaines d'enchaîner une 7e séance de hausse consécutive depuis leur point bas qui date du 30 mars dernier je crois. L'indice S&P 500 a repris 7,8% depuis lors pour revenir à son niveau du 5 mars dernier. Pour l'anecdote, c'est la plus longue série haussière de l'indice depuis le mois d'octobre dernier. Il manque quand même 2 journées pour égaler les 9 séances de progression consécutives qui avaient eu lieu à cheval sur le mois d'avril et sur le mois de mai 2025. L'Europe, elle est moins fougueuse et plus irrégulière, même si elle revient elle aussi sur ses niveaux du 5 mars dernier après avoir repris 6,2% par rapport à un point bas qui date lui du 23 mars. La toile de fond est donc redevenue positive pour les actions, même si, comme je l'ai lu ce matin dans la presse anglo-saxonne, elle est bâtie sur du sable. Le sable du Moyen-Orient où le curseur a de nouveau basculé pendant la nuit en faveur de la paix alors que les choses semblaient à nouveau mal engagées quelques heures plus tôt. Donald Trump a continué à pratiquer la politique de la carotte et du bâton vis-à-vis de l'Iran, à un rythme désormais si soutenu qu'on peut dire qu'il utilise même un bâton en carotte plus conforme à son style caractéristique. Le président américain se dit en effet en même temps très optimiste sur l'issue des discussions de paix et mécontent du peu d'empressement de Téhéran à faire quelque chose pour que le trafic maritime reprenne dans le détroit d'Ormuz. Il a aussi mis en garde l'Iran contre la tentation de prélever un droit de péage sur les navires en transit. Le Financial Times a révélé avant-hier que le pays a prévu de prélever une dîme en crypto-monnaie ou en yuan à hauteur de $1 par baril pour que les pétroliers puissent traverser. L'absence de progrès sur le front énergétique a entraîné le pétrole en hausse hier et l'autre point de tension d'ailleurs qui faisait douter les marchés sur l'issue des discussions en cours, eh bien c'est la poursuite par Israël de sa violente offensive au Liban, mais les choses ont pas mal changé cette nuit. L'État hébreu a annoncé l'ouverture de pourparlers directs avec Beyrouth, pourparlers qui devraient principalement être centrés sur un désarmement du Hezbollah. Tout porte à croire évidemment que la Maison-Blanche a exercé une forte pression sur l'exécutif israélien pour lui faire comprendre que cette opération ne pouvait en aucun cas mettre en péril les tractations qui doivent démarrer aujourd'hui avec l'Iran. Suite à ces rebondissements, le pétrole est revenu se ranger autour des $96 le baril. C'est un prix qui semble être son nouveau niveau qui intègre à la fois le bonus de désescalade puisqu'il n'est plus à $115 mais aussi la prime de doute puisqu'il était à $70 le baril avant l'offensive. Pour le moment, on l'a compris, l'or noir ne décroche pas des niveaux qui font planer un risque inflationniste global, ce qui inquiète toutes les grandes économies mondiales. La publication de l'évolution des prix à la consommation aux États-Unis en mars, qui est prévue à 14h30 aujourd'hui, va donc revêtir une importance capitale pour la perception des conséquences du conflit. Les économistes anticipent en moyenne une remontée de l'inflation annuelle de 2,4 à 3,3%, un mouvement plutôt brutal sur un mois qui est dû entièrement au pétrole. L'inflation de base qui lisse l'impact des prix de l'énergie est attendue, elle, à 2,7% contre 2,5% en février. Cette tendance, elle était déjà visible en Europe où les données de mars ont déjà été publiées en début de mois. Eurostat a annoncé une inflation annuelle évaluée à 2,5% en mars après 1,9% en février, à cause là aussi évidemment du prix de l'énergie. Les marchés, ils ont quand même déjà intégré ce retour à la hausse des prix, ils s'attendent donc à des chiffres élevés. Le débat se déporte désormais sur la question de savoir à quel point ce choc sera transitoire. C'est toute l'incertitude du moment. La 7e hausse consécutive de Wall Street a aussi été alimentée par le retour de la thématique IA sur le devant de la scène. Plusieurs innovations et de nouveaux contrats capacitaires annoncés par les géants du secteur ont réveillé la libido des investisseurs. Mais attention, ce rebond a concerné un pan bien particulier de la tech, les fournisseurs primaires d'IA eux-mêmes et leur écosystème direct. En revanche, les éditeurs de logiciels et les sociétés de conseil IT ont été encore une fois laminés. Même Palantir, la plus IA des sociétés de conseil, a subi de lourds dégagements sur la séance d'hier. Les promesses toujours plus stupéfiantes des grosses IA font en effet peser une chape d'obsolescence sur certains acteurs bien établis et la confusion s'est accrue avec les bruits qui circulent au sujet de Mythos, la future version de Claude dont les capacités hors du commun en matière de hacking suscitent beaucoup de craintes. À tel point d'ailleurs que ces promoteurs chez Anthropic ont soumis Mythos aux grandes plateformes numériques pour qu'elles identifient elles-mêmes leurs propres vulnérabilités et à tel point aussi que Scott Bessent, le secrétaire américain au Trésor, et Jérôme Powell, le patron de la Fed, auraient enjoint les grandes banques
banque systémique de Wall Street a testé leur vulnérabilité à Mythos. Dans ce contexte, tous les éditeurs ont chuté hier, mais les spécialistes de la cyber plus que les autres. Ces bouleversements sont évidemment à surveiller de très près et j'en reparlerai d'ailleurs en détail la semaine prochaine. Côté Asie-Pacifique, les investisseurs ont choisi de miser sur un week-end plutôt constructif pour l'apaisement des tensions au Moyen-Orient et sur l'IA, côté pelle et pioche donc. Le Japon a gagné 2%, la Corée du Sud 1,6%, Hong Kong, l'Inde, Taïwan et la Chine continentale s'en sortent plutôt bien aussi, mais sur des gains un peu plus modérés. C'est plus compliqué en Australie où on préfère les vraies mines à l'IA avec les pelles et les pioches. La SX termine donc la dernière séance de la semaine à moins 0,3%. Les marchés européens, eux, ils sont plutôt orientés sur ce qui s'est passé ailleurs. Ils devraient ouvrir en hausse ce matin. Dans l'actu des sociétés en France, Sodexo a réduit ses perspectives 2026. Airbus a livré 60 appareils à 38 clients au cours du mois de mars. Alstom a été chahuté hier en bourse après avoir fait preuve de prudence sur ses perspectives lors d'une communication de cadrage sur ses trimestriels. Colas, la filiale de Bouygues, a décroché un contrat routier de 93 millions d'euros en Finlande. Vinci remporte pour sa part un contrat de 192 millions d'euros pour moderniser une station de traitement des eaux à Prague. Icade a bouclé la vente d'un immeuble sur les Champs-Élysées pour plus de 400 millions d'euros. Robertet a amélioré sa rentabilité en 2025, Exail a décroché une nouvelle commande de drones de surface et Largo a levé 1 million d'euros par placement privé. Ailleurs en Europe, après 25 ans, Adidas s'apprêterait à perdre son contrat pour les ballons de la Ligue des Champions au profit de Nike selon le FT. L'Italie propose la reconduction de Claudio Descalzi à la tête d'Eni pour son 5e mandat. Flavio Cattaneo est lui reconduit à la tête d'Enel. Shell prévoit de démarrer la production de gaz naturel en 2027 sur son champ offshore Lorad Manati qui chevauche les frontières entre le Venezuela et Trinité et Tobago. Repsol annonce une production estimée au T1 à 539 000 barils par jour. Glencore renforce ses engagements de GNL auprès de Commonwealth aux États-Unis. Subsea 7 remporte un contrat auprès de Petrobras. Boliden annonce une dépréciation de 64,4 millions d'euros suite aux dommages subis par un site industriel. Bossard affiche une légère progression de son chiffre d'affaires au T1. Skanska décroche un contrat de 142 millions de dollars pour la construction d'un complexe technologique aux États-Unis. Brunello Cucinelli fait état d'une grosse chute de sa fréquentation au Moyen-Orient comme les autres groupes de luxe. Et la FDA a retiré l'homologation du traitement de GSK contre l'autisme. En Amérique du Nord, CoreWeave a conclu un accord IA géant de 21 milliards de dollars pour fournir de la puissance de calcul à Meta. Un fonds de crédit privé relativement gros, 7 milliards de dollars, géré par Carlyle, a plafonné les rachats après des demandes de retrait portant sur 15,7% de l'encours au T1. Google s'est engagé à utiliser les futures générations de processeurs Xeon d'Intel. ConocoPhillips dépêche une équipe au Venezuela pour évaluer le potentiel pétrolier selon Bloomberg. Lockheed Martin a obtenu une très grosse commande de missiles de 4,8 milliards de dollars du Pentagone. Amazon augmente de 12 milliards de dollars ses investissements dans les centres de données du Mississippi et Meta a transféré ses meilleurs ingénieurs vers une nouvelle division dédiée aux outils d'IA. Ailleurs dans le monde, TSMC publie des ventes du T1 en ligne avec les attentes. Les résultats trimestriels de Tata ont dépassé les prévisions. Fortescue veut bannir les combustibles fossiles de ses mines d'ici 2028. Woodside Energy fait une découverte de pétrole sur le prospect Bandit dans le golfe du Mexique et Hanwha Aerospace en Corée va livrer de l'artillerie motorisée à la Finlande pour 638 millions de dollars. C'est terminé pour ce dernier point de marché de la semaine. Excellente journée et très bon week-end à toutes et à tous.